vraiment une force pour pouvoir vivre loin de son enfant. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives encore à chérir ce corps? Soyons fortes, soyons déterminés. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre première invitée, qui s'appelle Joanna Johnson et qui va nous raconter son parcours et le message qu'elle va nous délivrer. Bonjour Joanna, comment vas-tu? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, évidemment. Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va Joanna. Joanna, peux-tu te présenter en quelques phrases? Moi, c'est Joanna Johnson. Je suis guinéenne de Conakry et je suis une jeune femme de 36 ans, mère d'une petite fille de 13 ans. Je vis au Maroc depuis 10 ans suite à une insuffisance rénale chronique. Tu nous racontes avec le sourire, Joanna, de quoi souffres-tu exactement? Tu viens de le dire, d'une insuffisance rénale chronique. Tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas? Alors, comme je disais, je souffre d'une insuffisance rénale chronique, d'ailleurs terminale maintenant. C'est une maladie due au dysfonctionnement des reins. J'ai un problème de dysfonctionnement des reins, les reins qui ne fonctionnent plus. Enfin, j'ai besoin de la dialyse pour pouvoir épurer le sang, enlever toutes les toxines, enfin tout ce qui est déchets dans le sang, tout ce que normalement le rein doit accomplir, voilà. Du coup, je dois faire la dialyse pour cela. La dialyse, c'est un traitement au fait. Et comment as-tu découvert cette maladie? Eh bien, je l'ai découvert en 2012. En 2012, enfin fin 2011, je me sentais pas bien. Mais bon, après, chez nous, tu sais, en Afrique noire, on dit, voilà, il y a le paludisme, il y a tout ce qui est fièvre jaune et tout. Et à ce moment-là, voilà, j'étais atteinte du paludisme. Du coup, vu que ça avait à peu près les mêmes symptômes, c'était un peu difficile à détecter. En plus, chez nous, on n'avait pas tout le matériel qu'il fallait pour détecter vraiment une insuffisance rénale. Donc, voilà. Et c'est comme ça a commencé petit à petit jusqu'à ce que je sois hospitalisée en 2012. C'était en fin avril. Donc, je suis restée quelques mois hospitalisée et en septembre 2012, j'ai été évacuée ici au Maroc pour des soins de santé. Et là, ils avaient découvert que j'avais une insuffisance rénale aiguë. Mais le temps que ça a pris pour m'envoyer là, à Casablanca, ça a passé au stade chronique, au fait. Et comment tu gères ça d'un point de vue psychologique, le fait que ton corps, du coup, est soumis à de rudes épreuves, j'imagine? Comment on perçoit ce corps, voilà, en tant que femme? Parce que je suppose qu'en 2012, tu étais une toute jeune fille. Comment on le vit? Eh ben, franchement, ça n'a pas été une mince affaire, ça n'a pas été facile du tout. Déjà, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Étant très jeune à l'époque, je venais à peine d'avoir mon enfant, qui avait que quoi, à peine 2 ans. Et j'étais une jeune maman, j'étais aussi appelée à être une jeune employée, parce que je venais à peine de terminer aussi mes études et tout de licence. Et voilà, on m'apprend comme ça que je suis malade, enfin que je suis atteinte de cette maladie. Il me faut être au Maroc. Vu qu'à ce moment-là, en Guinée, il n'y avait pas de bonne dialyse au fait. Donc du coup, je viens au Maroc et arrivé ici, c'est tout un autre monde. Il fallait m'adapter à ce monde-là, à cette vie-là, m'adapter voilà à tout ce que je n'ai jamais connu au fait. La nourriture d'ici, le langage aussi. Et voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et il fallait aussi que je sois forte pour mon enfant, déjà, parce que je me disais, voilà, elle est là, elle est avec maman, parce que je l'ai laissée avec maman au pays. Enfin, c'était la galère. C'était vraiment la galère. Une année déjà, c'était trop. Ma famille me manquait trop. Et je savais pas comment gérer cela. Mais petit à petit,
j'ai pu le faire. Je sais pas comment. Sérieusement, je sais pas comment. J'ai juste trouvé, voilà, je dirais pas l'épanouissement, mais j'ai trouvé en quelque sorte une façon à moi de m'adapter en créant de la joie autour de moi par des vidéos. Voilà, par des vidéos, les petites vidéos que je faisais ici et là sur la toile, que ce soit Facebook. En ce moment, je connaissais pas encore TikTok, mais surtout Facebook. Là. Je pense que c'est ce qui m'a le plus maintenu. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est l'humour, en fait. Exactement. Tu as cherché à chercher le bon côté de cette situation, cette épreuve, Ouais. de le transformer en humour. Et arrivé au Maroc, est-ce que tu as pu te créer une nouvelle famille ou des nouvelles rencontres avec la communauté que tu as rencontrée au Maroc? Au début, déjà, c'était pas facile. Pas du tout. La plupart des gens que je rencontrais ici, c'était des Marocains. Et la plupart ne parlaient pas bien français, donc la communication était très très difficile. J'ai commencé à rencontrer voilà des subsahariens que quelques mois plus tard. J'ai rencontré aussi voilà ma communauté guinéenne. Il y avait aussi quelques personnes qui souffraient de la même maladie que moi, des personnes âgées qui vivaient aussi là dans la même ville. Du coup, quand ils ont appris que j'étais à Casablanca, ils commençaient à me rendre visite. C'est comme ça, petit à petit, je me suis créé, voilà, des liens avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus une famille. Et après ça, sinon, j'ai eu des amis, voilà, mais ça, c'est plus tard. Et quand j'ai commencé à me débrouiller un peu ici et là par le travail et tout, voilà, j'ai eu des collègues et voilà, quoi. Donc, en 10 ans, quand même, voilà, ça crée des liens. Quand on regarde tes vidéos, on citera à la fin les liens, on voit que tu prends soin de toi. Si tu ne parles pas de ta maladie comme ça, physiquement, ça ne se voit pas. Tu te maquilles, tu te fais des tresses. D'où tires-tu cette force de prendre soin de ce corps qui te malmène tant finalement, ou qui est tant malmené? C'est pas le corps qui te malmène, mais c'est le traitement qui te malmène. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives encore à chérir ce corps, à le soigner, à bien te présenter? Mm. Eh bien, déjà, la force en soi, je la tire de chez maman, de chez ma mère. Parce que franchement, je ne sais pas sans elle si j'aurais pu être là où je suis aujourd'hui. Depuis toute petite, voilà, elle a toujours été là. Encore plus, quand je suis tombée malade, elle n'a pas quitté mon chevet d'une minute, non, mais pas un seul instant. Les fois seulement où elle me laissait peut-être quelques temps, c'est quand elle allait pour voilà faire la cuisine pour moi. J'avais des trucs hein, que j'aimais bien, voilà, et étant malade, t'as pas envie de certaines choses, t'as envie peut-être de, voilà, un truc, soit aigre ou pimenté, enfin, comme chez nous, tu vois. Donc, voilà, elle s'absentait juste pour ça, mais sinon, elle était à mon chevet tout le temps. Et c'est elle qui me donnait de la force. Elle me disait, voilà, Johanna, je sais que ça va pas, mais ça va aller par la grâce de Dieu. C'est une femme qui est très, très pieuse. Elle est tellement forte et sa vie à elle seulement, franchement, ça enseigne. Du coup, j'ai épuisé ma force de chez elle et surtout de mon entourage aussi. Tu dis que c'est maman qui est ton modèle de courage et ta fille qui est ta plus grande force. C'est pourquoi tu te bats. Est-ce que tu en parles aussi de la maladie avec ta fille? Je tiens à signaler aux auditeurs que Johanna a eu le bonheur d'être rejointe par sa fille en 2021, après 9 ans de séparation. Sa fille est venue passer toute une année scolaire à ses côtés, puis est retournée en Guinée. Pour moi, c'est un sujet sensible avec mon enfant. J'aime pas trop en parler, pas devant elle, ni avec elle. Parce qu'après, je me dis qu'elle n'a pas besoin de me voir comme ça ou de savoir à quel point je suis malade. C'est, voilà, à son âge, là, elle a fêté ses 13 ans, mais elle est très mature pour un enfant de 13 ans. Vraiment. Du coup, elle comprend très, très vite et elle est très sensible. Et je déteste la voir dans un état d'anxiété. Je ne viens jamais vers elle pour lui parler de ma maladie. Au contraire, c'est elle qui vient toujours vers moi pour me demander comment ça se passe, comment je vais. Surtout quand elle voit que je suis fatiguée. Genre après une séance de dialyse, dès que je suis à la porte, on dirait qu'elle m'attend déjà. Dès que j'ouvre la porte, elle sait déjà que je suis là. Voilà, elle sursaute et vient de me prendre le sac avec lequel je vais à la dialyse.
Elle essaie, voilà, d'être là, en fait. Je vois ses efforts qu'elle fait avec ses petites mains, son petit corps. Ça m'émeut. C'est toute une émotion. Donc, du coup, elle me demande, voilà, maman, est-ce que ça va? Comment tu te sens? Après, elle reste à mon chevet pour demander si toutefois je dois prendre des médicaments. Et à un moment donné, elle connaissait même la liste de mes médicaments. Tu dois prendre ci. Ta tension, quand tu es venu, c'était à combien? Et puis, je suis là, tranquille, je la regarde, au fait. Ça me fait, voilà, je sais pas. Elle me dit, ta tension est à telle, ok, est-ce que tu dois prendre ça? Non. Tu dois prendre ceci? D'accord. Ouais, Voilà ça, voilà de l'eau. Au fait, elle prend soin de moi. ouais, Elle prend soin de moi comme maman. Tu vois, c'est ouais, très protectrice envers sa maman. exactement. Bien que quand j'ai eu mes opérations, je voyais qu'elle s'énervait, elle limite, elle pleurait. Mais elle n'a pas envie que je la voie pleurer. Elle prend sur elle. Voilà pourquoi je ne voulais pas l'impliquer dans ma maladie. Mhm. Mais forcément, elle était là. J'avais pas le choix et voilà. Est-ce que la maladie t'a déjà fait sentir, j'utilise ce mot, peut-être c'est peut-être déplacé, je sais pas, complexé par rapport à ton rôle de mère, te dire que tu aurais pu faire plus? Il y a des moments où, oui, exemple, je sais pas si c'est un cas de prime quand ça m'arrive, parce que franchement, c'est vrai que je suis du genre, joyeuse et tout, mais je peux avoir un coup de blues, par exemple, ou voilà, des déprimes, Mmh. c'est vrai que c'est passager en général et dans ces moments-là, Mmh. dans ces moments-là, je me sens seule, non mais toute seule. J'ai l'impression d'être seule au monde. Mmh. C'est comme si, voilà, il y avait tout ce fardeau-là sur moi, sur mes épaules, voilà, cette maladie qui me pèse et que, voilà, il y avait des moments où je n'arrive pas à m'en sortir. Non, mais pas du tout. Et du coup, je me dis, ma fille a besoin de moi et là, je ne peux rien faire. Déjà, quand elle était avec maman, à distance et tout, il y a des situations qui nécessitent ma présence. Vu que je suis mère célibataire, je m'occupe toute seule, d'elle. Mmh. Donc, il y a des Mmh. situations où on me demande le parent. Et quand maman m'en parle, ça me fait mal. Ou Mmh. alors quand elle est malade, par exemple, elle est hospitalisée, j'ai mal parce que je suis loin d'elle, je ne suis pas à côté. Je suis obligée, voilà, de prendre des nouvelles par téléphone et tout. Et je suis anxieuse là, voilà, je panique et tout, toute seule. Et franchement, il y a des moments où je m'énerve contre moi-même. C'est insupportable. Il faut vraiment une force pour pouvoir vivre loin de son enfant. Il y a des moments où ça m'arrive même de refuser de faire la dialyse, mon traitement. Tellement je déprime, ça me fait mal, j'ai envie, là tout de suite, j'ai envie de rentrer chez moi, de voir mon enfant, de la serrer dans mes bras, de la prendre dans mes bras et tout. Et quand il y a des situations comme ça qui se présentent, je me dis, mais si j'étais là, j'aurais pu faire mieux. Et quand je vois d'autres enfants avec leurs parents et tout, et elle, qui n'a que maman avec elle, et voilà mes frères et sœurs qui sont au pays, franchement, ça me fait tellement mal que je me demande, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis tombée? Pourquoi j'ai cette maladie? Et du coup, Johanna, avec toutes ces déprimes, que ce soit des déprimes passagères ou même des déprimes profondes, est-ce que tu as un soutien psychologique? Un soutien psychologique, médicalement parlant, non. Sinon, du côté de la famille, oui, avec maman, mes frères et sœurs, mes amis, mes proches, oui. Mais sinon, médicalement parlant, non. Non, jamais. Et du coup, durant toutes ces années, de maladie, est-ce que tu as pu développer une vie sentimentale ou te projeter dans une relation amoureuse? Oui, j'ai rencontré quelqu'un avec qui d'ailleurs on a fait pas mal d'années et qui a demandé maman, voilà, qui a rencontré maman et s'apprêtait à rencontrer papa. Mais malheureusement, voilà, il est décédé de suite de maladie. Ça fait 2 ans maintenant. Et il m'a accepté avec ma maladie. Il m'a accepté vraiment avec mes défauts, je dirais, avec tout ce qui va avec et tout. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de très bien, paix à son âme. Je voulais qu'on en parle, Johanna, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui
peut-être n'arrivent plus à se sentir séduisantes, attirantes, ou même ont peur de s'engager, ont peur du regard de l'autre. Et je voulais savoir comment toi, tu l'as vécu avec ton partenaire alors que tu te bats avec une maladie chronique. Déjà, pour vivre une vie sentimentale avec cette maladie, non seulement c'est pas évident, mais pour arriver à ce stade, il faut vraiment accepter la maladie. Il faut accepter le fait qu'on est malade, qu'on a besoin d'aide, qu'on est malade et qu'on a besoin, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Parce que quand on n'accepte pas la maladie, voilà, on ne peut pas accepter le fait de se voir en tant que femme. Déjà, moi, la maladie, ça m'a privé beaucoup de choses. Avant de tomber malade, j'avais des formes, j'avais des rondeurs et tout. Et j'avais de la poitrine, j'avais voilà le fessier et tout qui était là. Et avec la maladie, ma peau se dessèche. Parce que voilà, avec la dialyse, on tire l'eau que tu as bu et tout. Après, on te dit même de doser l'eau que tu bois. Il y a des précisions à ne pas dépasser et tout, pour ne pas que tu sois en surcharge. Et du coup, avec ça, quand tu pars faire la dialyse, on te retire toute cette eau-là. Et moi, j'ai la peau qui se dessèche. Elle se dessèche et tout. Et on m'a dit que c'est normal avec la dialyse que je fais et tout. Donc, ma peau belle et tout que j'avais, je ne l'avais plus. Je suis obligée de mettre plus de crème, de m'hydrater le plus. Et là, quand tu te mets déjà nue ou bien quand tu es devant un miroir, tu te vois comme une femme âgée. Pourtant, je suis jeune. Avec mon âge, je suis très jeune. Mais jeune avec une peau complètement ridée. Ça pose un complexe. Vraiment, ça pose un complexe. J'ai essayé d'accepter ça. Je me suis dit, voilà, la dialyse, c'est quelque chose, c'est une maladie, oui. Enfin, c'est un traitement, c'est ma vie. C'est une partie de ma vie. Donc, je l'accepte comme ça. Et vu que je suis quelqu'un de croyant, donc j'ai accepté. Je me dis, voilà, Dieu fera le reste. J'accepte la maladie et Dieu fera le reste. Comme ça que j'ai pu m'accepter moi en tant que femme. Et du coup, quand j'ai rencontré cet homme-là, me mettre même, excuse-moi, mais me mettre même à nu devant lui, c'était un petit peu un complexe. Mhm. Déjà, il a rassuré ce côté-là. Il m'a vraiment rassurée de ce côté-là. Je me suis sentie tellement rassurée que voilà, je n'avais plus honte de mon corps. J'avais pas honte de mon corps, j'avais pas honte de montrer mon corps déjà. Mhm. Je porte des décolletés, je porte des hauts courts, des jupes munies. Ça m'arrive donc voilà. Je prends soin de moi. Je me dis, je suis femme. Avant d'être malade, je suis d'abord femme. Donc, Johanna, tu nous disais par rapport aux femmes qui désirent porter une grossesse ayant une insuffisance rénale, il fallait pouvoir être en symbiose avec le médecin. Exactement. Il y a des femmes dialysées qui portent des grossesses et certaines femmes portent leur grossesse jusqu'à terme, d'autres accouchent de façon prématurée et tout. Et mais tout ce qui amène ça, c'est être d'abord en parfaite symbiose avec ses médecins. Quand je parle de médecin, je parle de néphrologue d'abord, pour commencer. Ensuite, cardiologue, gynécologue, nutritionniste, enfin, tous ces médecins en tout cas. Il faudrait que, voilà, que tous soient d'accord sur le même point. Comment est-ce qu'il faut mener à bien et à terme une grossesse. Voilà, parce que quand même, la grossesse avec une femme qui a une insuffisance rénale, en plus chronique, c'est une grossesse à risque. Il faut d'abord prendre l'avis de son médecin ou de ses médecins pour pouvoir, voilà, avoir un enfant. C'est pas impossible, mais c'est très, très risqué. Mais sinon, il y a des femmes, même ici dans mon centre où je suis, qui ont eu des enfants. Il y en a même qui ont eu qui ont fait 2 grossesses. Elles ont eu leurs enfants à terme, sans complications, sans problème.
Mais bon, ça dépend de chaque femme, comme je dis. Ça dépend de l'organisme de chacune. Voilà, même une femme saine, bien portante, peut avoir des complications avec une grossesse. Donc, imaginons même maintenant une femme qui a une insuffisance rénale chronique. Et comment ça se passe pour les hommes? Les hommes qui ont eu une insuffisance rénale, au fil des années, se voient diminuer leur libido. Ils peuvent avoir des enfants, ça oui, parce que j'ai même un frère ici dans l'immeuble qui a 2 enfants, deux magnifiques. Il a ses enfants et tout. Voilà, donc ils peuvent avoir des enfants, mais c'est juste que il y a une diminution au fait de la libido. Johanna, as-tu un conseil de plus que tu voudrais faire passer aux jeunes filles, aux femmes qui sont atteintes de maladies chroniques concernant le fait de pouvoir contracter une grossesse? Par rapport à la sexualité, peut-on avoir une vie sexuelle active en ayant une maladie chronique? Alors, mon conseil, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours être bien dans sa peau. Il faut s'aimer soi-même, peu importe la maladie qu'on a, peu importe les difficultés que nous traversons. Voilà. Il est toujours important de prendre soin de soi. Parce que n'oublions pas ceci. Au-delà de la maladie, nous sommes des femmes après tout. Et nous sommes de belles femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes de belles femmes. Accepte-toi et vis comme si chaque jour était le plus important de ta vie. Parce que moi, c'est comme ça que je fais, vraiment. L'insuffisance rénale, c'est une maladie vraiment difficile, hein. C'est vrai. Mais elle n'impacte pas du tout la sexualité, non. Quand tu es fatigué ou que tu te sens malade et tout, ce qui est passager, je le souligne, peut très bien avoir une vie sexuelle très active. Ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. J'ai une vie sexuelle très active. C'est vrai que parfois, je suis fatiguée quand je fais mon traitement et tout. Mais bon, j'ai quand même une vie sexuelle active. Pourtant, je suis un insuffisant rénal chronique. Voilà, mais je m'adore quand même. Je m'adore, voilà. Quoique vous pouvez demander l'avis de votre médecin hein, ou votre gynécologue, chaque femme ou chaque personne a un fonctionnement différent. L'insuffisance rénale chronique, il peut avoir des conséquences sur la fertilité. Et chez les femmes, ça se poursuit par exemple par un dérèglement hormonal. Parce que moi, je me souviens qu'à un moment donné, au début, j'avais les règles qui étaient irrégulières et tout. Mais bon, après, avec les médicaments et avec la dialyse intense et tout est revenu à la norme. Actuellement, j'ai un cycle régulier et voilà. Donc, l'insuffisance rénale chronique chez la femme, ça crée d'abord un dérèglement hormonal, comme je viens de le dire, une irrégularité des règles et voire même une ménopause précoce. Il y a aussi un domaine que je voudrais aborder avec toi, c'est d'un point de vue professionnel. Est-ce que tu as réussi à travailler un peu avec ta maladie chronique? Déjà avec la maladie, la fatigue est intense, elle est permanente, c'est H24. Malgré ça, j'ai essayé de trouver un boulot où je pouvais m'épanouir en fait. Parce que rester à la maison, attendre seulement que voilà, aller faire le traitement, revenir à la maison, non, c'était pas une vie. Il fallait que je travaille. Je partais au travail malgré que voilà, je me sentais faible, fatiguée. Pas peut-être, il y a des moments où je suis pas trop fatiguée, voilà, je pars travailler. Et quand je vois que je suis très fatiguée, je n'abuse pas. Je rentre tout de suite. Je rentre à la maison, je demande. Et avant même de commencer le travail, j'ai pas eu honte de dire à mon patron que voilà, c'est vrai, je viens postuler, mais je suis malade. As-tu un dernier message pour conclure notre échange, Johanna? Vous savez, parfois nous vivons des temps incertains. Quand nous tombons malades, surtout quand c'est une maladie incurable, nous avons tendance à déprimer. Je sais ce que c'est. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes, enfin, toutes ces femmes qui nous suivent à présent, qu'il n'est jamais facile de surmonter ce genre d'épreuve. Non, jamais. Mais qu'avec du courage et la foi,
nous pouvons y arriver. Ne jamais, mais jamais abandonner. Soyons fortes, soyons déterminés. Faites-vous belle, faisons-nous belle. Moi, en tout cas, j'adore me faire belle. J'aime me faire belle, voilà. Surtout quand je le peux. Il y a des moments où c'est vrai, je suis fatiguée, voilà, et tout. Mais franchement, quand je peux, je me fais belle. Oui, je me fais belle. Et n'oublions pas ceci. Au-delà de la maladie, nous sommes après tout des femmes. Et nous sommes de belles femmes. Puisse le Seigneur nous bénir davantage. Puisse-t-il exaucer nos vœux. Vraiment. Je suis tellement reconnaissante d'être là aujourd'hui à vous témoigner, voilà, mon vécu, mon histoire et tout. Et franchement, je le fais avec un grand sourire, avec un grand plaisir, car cela me rend heureuse. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est de savoir que quelqu'un ou une femme, quelque part, pourrait retrouver le sourire à travers ce podcast. Du coup, voilà, je vous remercie vous sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter. Je remercie également Lydia qui a permis cela. Et franchement, je prie que vous restez comme vous êtes. Soyez heureuse, soyez naturelle. Voilà, donnez de l'amour autour de vous. Et franchement, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vraiment. Voilà, ce sont les quelques mots que je pouvais donner pour cela. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de Je m'appelle. J'espère que cette histoire a pu vous inspirer par la leçon de courage et positivité qui en ressort. N'hésitez donc pas à vous abonner à ce podcast afin d'être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez retrouver les liens Facebook et TikTok de Johanna en description. Et encore merci de nous avoir suivis. À la prochaine, je l'espère.